Bienvenue à tous. Je suis ravie donc de vous accueillir pour cet atelier sur les alimentations durables. Je vais me présenter, je suis Sylvie Villemain, je suis diététicienne et en charge des équipes nutrition et ateliers culinaires pour supporter l'ensemble de nos marques dans leur démarche, notamment sur la nutrition, qui est vraiment l'activité majeure qui m'occupe. Alors, chez Nestlé, la vision de la nutrition, elle s'inscrit dans une feuille de route RSE, comme on dit aujourd'hui. Et c'est un point important que je voulais souligner parce que nous sommes conscients des enjeux prioritaires et surtout de notre rôle à jouer pour accélérer la transition vers des systèmes plus régénérateurs. Nous croyons à la force d'une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd'hui ainsi que celle des générations futures. Voilà comment nous décrivons notre raison d'être et j'aime aussi à dire que c'est celle de notre équipe qui est très engagée sur le sujet. Alors pour cela, nous proposons des innovations avec des produits qui répondent à des besoins consommateurs, c'est notre façon de fonctionner, et leurs préférences parce qu'on tient beaucoup compte du goût et nous améliorons en permanence nos produits existants avec une démarche qui est mise en place depuis 2005 maintenant et qui est régulièrement revue en fonction des critères de santé publique. Nous avons ainsi amélioré 34% de notre portefeuille produit depuis 5 ans et plus encore si on remontait effectivement à 2005. Alors nous avons aussi l'ambition de guider nos consommateurs vers des repères transparents et pour cela, bien, nous utilisons aujourd'hui, vous le savez j'imagine, le Nutri-Score, mais aussi les portions qui sont très présentes sur nos packaging. Donc voilà pour la démarche globale. Ça fait depuis 1992 que nous soutenons aussi les professionnels de santé, que nous sommes présents dans tous ces congrès. J'avoue que je peux en témoigner depuis ce temps-là parce que j'étais déjà dans le groupe en ce temps-là. Et aujourd'hui, ça se traduit par une plateforme qui s'appelle Nestlé NutriPro, qui regroupe, en fait qui est digitale, mais qui regroupe l'ensemble des outils à la fois scientifiques qui sont construits parce qu'on va là aussi se nourrir de l'actualité scientifique qui est établie par les sociétés savantes, et puis des professionnels. Il y a 2 ans, nous avons entamé tout un cycle autour de l'alimentation durable. Nous nous appuyons sur des comités d'experts et sur une enquête que nous avons faite auprès des diététiciens pour savoir quels étaient vos besoins. Il en était ressorti qu'effectivement, à la fois les revues scientifiques intéressaient énormément pour asseoir tous les outils pratiques que nous allons pouvoir vous exposer et qui sont présents dans cette plateforme, qui est collaborative, puisqu'effectivement, on construit ces outils avec les professionnels. Depuis maintenant 2 ans, donc je vous disais, effectivement, on a commencé ce cycle sur les alimentations durables, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pascale Lebel, qui est directrice associée du cabinet d'études Seaways, et qui va faire un état des lieux sur les préoccupations et pratiques des Français en termes d'alimentation durable. Et c'est important, je sais que c'est un point de vue qu'on peut vous apporter, c'est ce point de vue consommateur, pas forcément patient, dans lequel s'inscrit justement ces alimentations durables. Et puis Florence Urbagnac, merci d'être aussi parmi nous, qui est diététicienne nutritionniste libérale et qui vous présentera un outil d'évaluation de l'aspect durable de l'alimentation qui sera mis à votre disposition sur cette plateforme. Voilà, je vous souhaite un excellent symposium et je laisse la parole à Pascale. Donc bonjour à tous, je suis heureuse d'être parmi vous pour vous apporter un petit peu l'évolution des attentes des patients en passant par les attentes des consommateurs. En effet, Alimentation Durable avait fait une enquête auprès de vous et on s'est rendu compte que ce que vous demandent vos patients, c'est vraiment en lien avec ce que les consommateurs vont demander. Donc dans les préoccupations à l'heure actuelle, alors pour deviner ce qu'ils font, on fait des enquêtes et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a en effet des grandes évolutions puisqu'on a des changements majeurs depuis 4 ans et ces changements vont avoir des influences fortes.
On va commencer d'abord par définir ce qu'est l'alimentation durable. Je vais vous donner un petit peu la définition de la FAO et ensuite je vais vous décrire quels sont ces grands changements qui sont consécutifs à 3 grandes crises que sont le Covid, mais aussi la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'alimentation, la mise en place d'une inflation qui a fait changer en fait les régimes alimentaires et les arbitrages des consommateurs vis-à-vis de ces sujets de la consommation durable. Ce qu'on constate déjà, c'est que ce qu'on appelle un système d'alimentation durable, dans la définition de la FAO de 2010, c'est qu'il y a une première chose, c'est que déjà on intègre en priorité la sécurité alimentaire. Et ce sujet de la sécurité alimentaire, aujourd'hui, est un peu bousculé en France, puisqu'on va avoir une très forte proportion d'individus français qui sont en insécurité, qui n'arrivent pas à assurer leurs besoins de base. Et vous allez être confrontés à des patients de ce type. Et puis le deuxième point qui est majeur, c'est dans le démarrage de la définition, c'est bien sûr la nutrition. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'avec le Covid, cette question de santé, de nutrition, elle est vraiment au cœur des préoccupations devant le pilier que vous entendez sans doute dans le durable, qui est le pilier de l'écologie. Et ce que signifie le système d'alimentation durable, c'est qu'en effet, il doit avoir un impact positif sur l'environnement naturel, mais aussi qu'il doit être rentable en termes économiques et en termes sociaux. Et donc, il y a tous ces piliers-là. Et quand on définit ces piliers en France, on a fait cet exercice avec le ministère de l'Agriculture, on a vraiment la dimension qu'on appelle le One Health. C'est un concept global qui est que l'individu, quand il se préoccupe de la santé, il pense à sa santé individuelle. En tant que diététicien, vous êtes confronté à cette question, mais aussi à la santé animale. C'est un sujet qui vient, en fait, on comprend les interactions entre l'humain et l'animal, mais aussi les écosystèmes. Et c'est vraiment ça qui aujourd'hui va être questionné dans ce que vous avez comme question par vos patients. C'est vraiment ces questions sur est-ce que le produit est local, est-ce qu'il est de saison. Donc il y a vraiment cet environnement général de ces 3 piliers. Et puis bien sûr la dimension économique et sociale, réussir à avoir une juste rémunération pour tous les acteurs de la filière. Et là c'est vraiment très particulier à la France, c'est de bien prendre en compte le territoire et les interactions au niveau local. Quand on essaye de regarder ce qui influence les comportements de vos patients, il y a 2 types de facteurs. Il y a vraiment les facteurs de l'individu. Donc évidemment, ce que vous connaissez très bien, ce sont les facteurs physiologiques, neurophysiologiques, la partie psychologie qui joue un rôle, mais aussi tous les facteurs sociaux. Et dans les facteurs sociaux, on va trouver des caractéristiques des individus, notamment des facteurs d'âge, qui est lié à la physiologie, mais aussi de génération, c'est-à-dire que si on est né à une période différente de la période des autres, eh bien on n'a pas connu la même offre et on n'a pas les mêmes envies de consommation. Et puis il y a l'influence des groupes sociaux, et vous le sentez, la pression en fait qui peut venir ou des médias ou des autres va amener des nouveaux sujets, et notamment ces préoccupations autour de la planète vont être très présents dans les questions qu'on va vous poser. Et puis il y a un autre facteur qui joue et qui a fortement joué pendant le Covid, on a déjà oublié que c'était il y a 4 ans, c'est que les individus vont être sous cette pression des facteurs sociaux en attente de choses. Ils ont envie, on va le voir, ils rêvent de consommer du bio, mais ils n'arrivent pas à le mettre en pratique. C'est toujours ce qu'on dit, on déclare des choses mais on ne le fait pas. Eh bien c'est pendant les moments de rupture biographique, c'est-à-dire où on s'arrête, eh bien qu'on peut mettre en place des nouveaux comportements. Donc une rupture biographique, c'est la retraite, c'est le fait d'avoir des enfants, mais c'est aussi le Covid où tout s'est arrêté. Et puis à côté de ça, on va avoir des facteurs extérieurs à l'individu qui sont ces facteurs de l'offre, ce qui se présente à soi, les facteurs réglementaires, et vous savez que la réglementation fait changer beaucoup de choses, le fait qu'on va avoir du vrac, ça va être obligatoire dans les magasins, 20% des surfaces, plus de plastique du tout, et donc ça joue aussi sur les choix qui vont être faits, et bien sûr l'influence du marketing et de la publicité. Donc les facteurs qui ont vraiment joué, et on va le voir aujourd'hui, c'est très très présent, alors qu'en France,
On était très éloigné quand même d'une alimentation santé, on était vraiment dans un modèle qui était traditionnel, qui était transmis autour du modèle alimentaire. Eh bien, le confinement a vraiment accéléré quelque chose qui était arrivé avec les inquiétudes des consommateurs et a accéléré cette prise de conscience que finalement on pouvait, au travers de ce qu'on mange, se prémunir du Covid. Et puis maintenant, finalement, avoir on va le voir, une dimension de prévention. Et donc on intègre tous ces nouveaux sujets, du microbiote et tout ce que la science va découvrir sur l'influence pour la santé et de certaines façons de consommer. Et donc les confinements ont vraiment joué un rôle, et on a eu bien sûr aussi, avec ce choc du Covid, une accélération de la prise de conscience de l'impact environnemental, parce que les gens ont compris que finalement il y avait beaucoup d'interactions en fait entre des maladies qui pouvaient se mettre en place et les sujets de la planète. Et ça a créé aussi des moments où on a pu mettre en pratique beaucoup de choses, donc notamment la cuisine, le fait qu'on soit chez soi très longtemps. On voit que la cuisine revient, surtout la pâtisserie, notamment chez les plus jeunes, qui ont été un peu démunis, qui ont été obligés de produire des choses eux-mêmes alors qu'ils le faisaient très très peu. Donc ces changements ont été majeurs, et on voit que finalement, si je prends toutes les préoccupations actuelles, on n'en parle pas beaucoup, mais quand je pose la question quels sont pour vous les thèmes les plus prioritaires pour vous, eh bien vous voyez que même devant le pouvoir d'achat, l'inflation dont on parle beaucoup, eh bien, la santé, c'est le premier critère. Et ça a explosé. C'est passé de 69% en 2021 à 81%. Et c'est ce qui augmente le plus en 2024, devant les sujets économiques, devant les sujets d'éducation, alors que la partie protection de l'environnement, elle diminue un peu. C'est-à-dire que, et on va voir qu'il y a un lien, les Français font un lien entre les deux, mais c'est plutôt la santé qui est au devant de la scène aujourd'hui. Sur cette question des risques pour la santé, quand on regarde comment ça évolue, on a posé une question en 2019 et on l'a reposée en 2024. C'est si je vous dis alimentation, risque pour la santé, à quoi pensez-vous? Alors quels sont les premiers risques? Et là c'était aussi une découverte, même en 2019, c'est que le premier risque aujourd'hui c'est la pollution. Donc c'est la pollution qui couvre évidemment tous les aspects. La pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution qui va toucher tout l'environnement. Et puis ensuite, et ça c'était pas évident non plus, c'est que le deuxième risque c'est l'alcool. Et l'alcool devant le tabac. Ce n'était pas non plus quelque chose auquel on s'attendait. Quand on regarde en 2024, c'est toujours dans le même ordre, pollution, alcool, tabac, mais on voit arriver des termes qui sont cités beaucoup plus en 2024, c'est ce que j'ai mis en haut à droite, c'est qu'on voit plus fortement une référence à l'alimentation, à la sédentarité et à des questions qui sont toujours présentes, qui sont les pesticides. Les inquiétudes vis-à-vis des pesticides ne diminuent pas, et c'est vraiment très franco-français. Quand on compare par rapport à d'autres pays européens, les Français font partie des pays qui mettent en avant cette question-là devant des questions plutôt de risque bactériologique ou d'intoxication alimentaire. Et le gras et le sucré reviennent de façon importante. Et en termes de pratique, on a vraiment une baisse de la consommation d'alcool, puisqu'on est à 30% de gens qui sont sans alcool, qui consomment zéro alcool. Et on a le dry January qui va arriver bientôt au mois de janvier, qui est pratiqué par 21% des Français. Et ce qui diminue en termes de termes, c'est plutôt la cigarette, donc les questions du tabac, les médicaments, le stress, par rapport à 2019. Sur les actions qui sont mises en place en matière de santé, eh bien, vous voyez que la première chose auquel pensent les Français, les consommateurs, c'est l'alimentation. Même si on voit qu'au cours du temps, ce qui a beaucoup progressé, c'est se faire suivre par un médecin, qui a progressé de 17% jusqu'à 33% avec le Covid. C'est vraiment au moment du Covid que les gens ont beaucoup plus fait le lien avec le médecin, mais aussi avec le sport qui est en progression.
Et l'alimentation reste premier en 2024 hein, sur le devant de la scène, notamment ça réaugmente entre 2022 et 2024. Et donc il y a des comportements qui se voient sur les marchés puisqu'il y a une forte hausse de consommation de compléments alimentaires en lien avec ces sujets. Ça fait plus 5% sur un marché de l'alimentation qui a plutôt beaucoup faibli. Et dans les représentations toujours de qu'est-ce que c'est qu'un aliment de qualité, eh bien, vous voyez que la première préoccupation des Français en 2023, c'est avant tout des produits bio, sans, et c'est sans pesticides, alors que 20 ans avant, en 2000, ce qu'était un aliment de qualité, c'était avant tout le goût, le plaisir, la partie goût unique, gustative, la fraîcheur, mais aussi la présentation, tout ce qui était sur le décorum du modèle alimentaire. Et on voit petit à petit, 2015, le terme bio était déjà là, et même s'il y a une baisse de la consommation du bio, les gens rêvent toujours de consommer du bio parce que finalement ça répond à des inquiétudes qui sont montées sur cette relation entre alimentation et santé. On verra qu'en effet la première raison de consommation du bio, c'est avant tout la santé. En termes de type de produits qui se développent beaucoup, c'est lié à la cuisine coréenne, hein, c'est les produits fermentés qui ont des progressions importantes. Là, j'utilise pour regarder ça ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et vous voyez que sur ce terme, est-ce que ce que les gens cherchent sur les moteurs de recherche, sur une liste de termes qui sont les kimchi, les produits kombucha, les kéfirs et autres, eh bien on a vraiment une progression de 23% en un an et des recherches hein, qui se font et des hausses de restauration, hein, d'ailleurs coréenne, mais aussi d'achat de produits, pickles, etc., qui se mettent en place. Maintenant, si je regarde un autre volet de l'alimentation durable dont je vous ai parlé, qui est l'insécurité alimentaire, et qu'est-ce que disent les gens qui ont plus de difficultés? Déjà, on a mesuré avec la fondation Nestlé l'insécurité alimentaire avec une batterie de questions, hein, c'est vraiment assez complexe à identifier, qui vient de la littérature scientifique, et en partant d'un système de questions qui avait déjà été posé en 2015 dans l'enquête 1K, 1K2, 1K3, eh bien, on a une très forte hausse. La façon de le mesurer, c'est de poser des questions aux adultes. Hein. Est-ce que ça vous arrive d'avoir faim? Est-ce que vous êtes obligé de réduire vos portions? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des aliments qui ne durent pas et que vous ne pouvez pas remplacer chez vous? Est-ce que vous êtes obligé de sauter des repas? Eh bien, à partir d'un indicateur et avec un score, on est à 37% de la population qui est en insécurité, et c'est x4 par rapport à 2015. Donc il y a vraiment eu des conditions économiques hein, qui sont à la fois la hausse des dépenses de logement, mais aussi cette inflation de 21% qui va créer cette très forte progression de l'insécurité qui va toucher, vous avez dû le voir sur les posters en bas, les étudiants, hein, la population des plus jeunes. Il y a une très forte hausse de demande d'aide alimentaire du côté de cette population, mais aussi du côté des familles monoparentales et des familles au sens large. À partir du moment où on a des enfants, qui a une très forte hausse de l'inflation, eh bien, on a des difficultés et on est obligé de réduire. Vous voyez, il y en a 36% qui vont réduire leur budget alimentaire alors qu'il y a eu une inflation de 20%. Donc c'est vraiment qu'ils ont réduit parce qu'il y a autre chose comme contrainte hein, que l'inflation. Le facteur majeur n'est pas que la hausse des prix. Aujourd'hui, il n'y a plus d'inflation sur l'alimentation, mais on est toujours à 36%, on vient de le remesurer, donc ça ne baisse pas, hein, c'est-à-dire que cette contrainte, elle est toujours là, même si on a un ralentissement de la hausse des prix au global, y compris sur l'énergie, donc sur le logement. Et pour les individus qui sont en insécurité alimentaire, eh bien pour eux, une alimentation de qualité, ce n'est pas la même chose que pour ceux qui sont en sécurité alimentaire, et notamment ces questions du bio, ces questions, on le voyait tout à l'heure, de manger local, de saison, eh bien pour eux, ce n'est pas ça. Quand j'identifie ici à gauche ce qu'ils disent, eux, eh bien ils vont parler d'une alimentation de qualité, c'est avant tout un repas cuisiné avec de la viande, des légumes, donc on pense vraiment à la composition du repas, mais aussi à pouvoir avoir une entrée, un plat et un dessert, un fruit, un yaourt. Donc on cite hein, toute la composition. Ce qui montre que pour eux, une alimentation de qualité, eh bien, c'est
ce qui leur manque en fait. Hein. Ils vont citer la viande, contrairement à ce que les autres vont dire. Les autres, ils vont être beaucoup plus sur des caractéristiques des aliments, notamment du fait maison, du local, du saison. Et les patients que vous avez dans l'enquête qui a été faite en 2022 auprès des diététiciens montrent qu'avant tout, hein, la première question, quand ils viennent vous voir, c'est est-ce que la viande c'est indispensable? Est-ce qu'il faut manger de saison? Est-ce qu'il faut faire du fait maison? Et donc vous voyez un peu la façon de vivre son alimentation va être différente hein, selon la situation où l'on est en termes économiques, il ne faut pas l'oublier. Sur les questions liées à la santé, bien sûr, on a ces questions de pesticides, mais ce qu'on constate sur ces inquiétudes alimentaires, c'est qu'il y a vraiment une maturité des consommateurs parce que la connaissance évolue. Et finalement, quand on regarde déjà les recherches sur le terme pesticide, est-ce que les gens le recherchent de plus en plus? Ça a un petit peu tendance à diminuer depuis quelques mois, mais il y a quand même eu des événements, hein, notamment il y a eu un film sur la tétrazine, Goliath, qui a fait beaucoup parler de lui. Et on voit que les consommateurs vont vous parler non pas du terme générique pesticide que pour la santé, mais il l'associe à l'environnement. On le voit ici dans un verbatim d'un individu qui a répondu à une question sur qu'est-ce qui vous inquiète sur les légumes. Il dit les pesticides, ce n'est pas bon ni pour la santé ni pour l'environnement. C'est-à-dire qu'on va un peu plus loin qu'avant. Ce n'est pas en raison de la santé, mais c'est qu'on a compris que les intrants chimiques vont avoir des impacts sur les sols, sur l'environnement et donc sur la production agricole et donc la destruction de choses qui vont avoir un impact à long terme. Et on a aussi de plus en plus de termes qui sont très liés aux conséquences. C'est-à-dire que les inquiétudes aujourd'hui, ce n'est pas que les pesticides, c'est qu'on sait dire les pesticides parce que ça donne des cancers, et ici tout un tas de maladies. Donc il y a vraiment une maturité sur ça et vous allez vous confronter à ces questions qui vont au-delà de la santé. Ce que je vous disais tout à l'heure, le marché du bio ne se porte pas très bien, mais les Français sont toujours 80% en acheter, et quand on leur demande à ceux qui en achètent pourquoi vous êtes incités à en consommer, eh bien toujours le premier critère, hein, c'est ce lien entre bio et santé, c'est pour préserver ma santé, et c'est plutôt une terminologie qui est assez stable dans le temps, hein. On est passé de 59 à 57 et ça baisse un petit peu pour la santé, pour le goût, pour préserver l'environnement qui va baisser. C'est d'autres caractéristiques qui augmentent et notamment le bien-être animal hein, qui arrive ensuite hein, et d'autres caractéristiques, les produits dans les lieux d'achat habituels. Simplement, dans ce que les Français font par rapport à ces questions, quelles sont les façons d'agir? Eh bien, ils ont, sur ces questions d'alimentation durable, deux façons d'agir. C'est soit vous vous consommez le même type d'aliments, mais pour chaque aliment, vous allez changer de caractéristiques en allant, par exemple, sur d'autres modes agricoles, hein, l'agriculture régénératrice ou du bio. Ou bien vous allez choisir des produits qui vont préserver le bien-être animal, ou bien vous allez complètement changer de régime alimentaire ou réduire votre consommation en faisant beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Et en ce moment, comme on a une tension sur les budgets, eh bien ce qu'on voit, ce qui se développe, hein, c'est manger moins, les gens mangent moins, qui sont un peu plus en insécurité alimentaire, mais aussi ils gaspillent beaucoup moins. Et le gaspillage alimentaire, comment est-ce qu'ils le réduisent? Eh bien, on voit augmenter les lunchbox, c'est-à-dire que les gens font la cuisine pour amener sur le lieu de travail au lieu de consommer des choses à l'extérieur, et surtout parce que ça leur permet de ne pas jeter. Et puis, bien sûr, on peut utiliser des paniers qui auraient été jetés sinon avec des applications Phoenix, Too Good To Go ou des magasins comme nous, Anti-Gaspi ou Benebono, hein, qui permettent de récupérer des lots qui auraient été jetés. Donc il y a vraiment toutes ces façons de faire, et dans ce qui a progressé, qui se stabilise depuis quelques mois parce qu'on a plutôt un contexte qui s'améliore, eh bien c'est le gaspillage alimentaire, où les gens ont cherché comment faire pour lutter contre le gaspillage alimentaire, en sachant qu'on estime qu'il y a 20%
de ce qui est acheté, qui est jeté. C'est des études de l'ADEME qui mettent ça en place, qui ont mis ça en place. Et on sait que les deux endroits où il y a beaucoup de gaspillage dans de toute la production, c'est plutôt du côté de l'agriculture et du côté du consommateur. Il y a des lois qui ont été faites dans la distribution, on jette de moins en moins, puisqu'on est obligé, on n'a plus le droit de jeter, de le donner à l'aide alimentaire. En ce qui concerne les régimes alimentaires, vous êtes confrontés à ça dans l'enquête qui a été faite auprès de vous. La première chose qu'on vous demande, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau de la consommation de viande. Ça veut dire que quand on vient voir un diététicien, c'est le premier sujet qui préoccupe. Eh bien, dans la population française, la proportion de gens qui enlèvent l'alimentation ne progresse pas. Ça a beaucoup augmenté avant Covid, 2018-2019, et on est à 6% de gens qui font l'éviction complète de la viande, qui sont soit végétariens, soit végétaliens, soit véganes, et ceux qui se déclarent flexitariens, eh bien, ils sont 17%. Là, on a une définition assez stricte, chacun un petit peu sa façon de présenter, c'est augmenter les aliments végétaux et diminuer la viande ou le poisson. C'était assez défini de cette façon-là. Et donc, il y a vraiment des comportements vers ça, vous allez le voir dans votre patientèle, qui est très porté par les plus jeunes. En fait, ce sont les 25-34 ans qui vont être les plus à même de vous dire qu'ils réduisent leur consommation de viande, mais aussi les plus diplômés. Donc c'est là qu'on voit, et on le voyait tout à l'heure dans l'insécurité alimentaire, ce sujet d'éviction de la viande, il n'est pas commun à tous, et ceux qui ont des difficultés, ils le font par contrainte, ils sont devenus végétariens par contrainte, et ils rêvent quand même d'en consommer un peu plus, mais par contre, les plus diplômés sont ceux qui vont en consommer le moins, et ce sont ceux aussi qui ont vraiment changé de régime alimentaire et qui ont intégré dans leur alimentation plus de légumineuses. Quand on pose la question à quelle fréquence consommez-vous des légumineuses, ça augmente au cours du temps. On est aujourd'hui à 46% de gens qui en consomment au moins une fois par semaine, et voire plusieurs fois. Et le profil de ceux qui mangent des légumineuses, eh bien, ce sont encore beaucoup plus souvent des cadres, des 18-24 ans et des gens très diplômés. Et sur ceux qui vont consommer des plats tout prêts, végétariens, de la même façon, on a une très forte hausse. Vous voyez, entre 2018 et 2023, on est passé de 23% à 38%, donc c'est une hausse très forte. Et là encore, ce sont les mêmes catégories. Toutes les tendances de consommation, elles sont toujours tirées par les plus diplômés et par les plus jeunes dans le secteur de l'alimentation pour aller vers une alimentation qui a un impact plus faible, puisque c'est ce qui est démontré sur l'impact de la viande, c'est que, évidemment, ça réduit l'impact carbone. Donc, en termes de projection, on vient de voir quels sont les grands changements. La moindre consommation alimentaire, avec des baisses sur certains secteurs, de la lutte contre le gaspillage et une forte augmentation des préoccupations santé en lien avec la planète, avec l'environnement. Et qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Eh bien, il ne faut pas oublier les vrais sujets de fond structurels qui sont enclenchés. Bien sûr, le vieillissement, la part de la population des plus âgés qui ont des besoins vis-à-vis de la dénutrition, vis-à-vis de sujets très particuliers, mais aussi le fait qu'on a de plus en plus de gens qui vivent seuls dans la population française, dans les foyers. On est à 35% de foyers où il n'y a qu'une seule personne. Si j'ajoute les familles monoparentales, on est à 40% et ça ne fait que croître. Vous le savez sans doute, on a depuis 26 mois une baisse de natalité. Tous les mois, on a de moins en moins de bébés, donc on a de moins en moins de familles, de couples avec enfants. Les familles augmentent plutôt du côté des familles monoparentales. Et donc on a des façons de consommer, plutôt manger seul, donc plutôt manger moins dans des repas qui durent longtemps, et des questions qui sont plus individuelles de prévention santé, avec tout un tas de gammes d'aliments qui se développent et qui vont répondre à cette préoccupation individuelle de consommer plus de compléments alimentaires. Ce qu'on appelle NOLO, ça veut juste dire prendre des boissons avec moins d'alcool ou sans alcool du tout, qui progressent fortement. Le développement de
consommation à l'extérieur, hein, c'est-à-dire que ce besoin, et on a beau dire il faudrait manger plus à la maison, etc., la réalité, c'est qu'on mange de plus en plus de produits faciles à utiliser, simples, et la restauration progresse. On se fait livrer des repas parce qu'on n'a pas de temps, parce que les temps sont contraints et que les modes de vie se font beaucoup plus dans les villes, avec une très forte hausse du télétravail. Aujourd'hui, on est à 27% des actifs qui sont en télétravail. Donc ça implique des repas beaucoup moins structurés, beaucoup plus de sauts de petit déjeuner et des prises alimentaires qui sont beaucoup plus courtes. Donc un fractionnement plus important et un développement des prises hors repas. Je vous remercie et je vais passer la parole à Florence sur ces outils mis en place pour vous aider à conseiller les patients sur cette alimentation durable. Donc je remercie ma petite zapette. Donc je remercie cette jolie présentation qui va me permettre de faire le lien effectivement pour vous présenter un outil, puisque on a vu que Pascal nous a montré dans sa présentation que l'alimentation et la santé, c'est quand même un thème prioritaire, qu'on a 37% quand même de la population qui est en insécurité alimentaire, qu'on a des représentations sur l'alimentation qui sont différentes et qu'effectivement le niveau de végétalisation il augmente, d'où l'intérêt qu'on peut avoir d'avoir un outil qui va nous permettre, nous, dans notre pratique, d'évaluer un petit peu l'aspect durable de l'alimentation chez nos patients. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, la consultation diététique revêt un rôle essentiel, important, puisqu'on est en insécurité alimentaire et, comme l'a dit Pascal, on va de plus en plus voir le médecin pour sa santé, mais on vient aussi plus nous voir pour l'alimentation, pour avoir des conseils, pour équilibrer son alimentation, pas forcément sur des pathologies, mais aussi pour équilibrer l'alimentation et faire un peu le tri dans toutes les informations qu'on peut avoir au niveau des réseaux sociaux. Et donc, on a vraiment un rôle vraiment important, un rôle clé qui consiste aussi à accompagner nos patients vers les changements de comportement dans le cadre de cette alimentation durable. On est les acteurs quand même de première ligne pour les faire sur les changements de comportement. Effectivement, on s'aperçoit aussi que effectivement, les diététiciennes, elles souhaitent s'investir dans cette dynamique de transition alimentaire, puisque Nestlé a fait une enquête en collaboration avec la FDN. On a fait une enquête réalisée sur un mois auprès des diététiciennes, un questionnaire sur effectivement l'évaluation des pratiques et des attentes en matière d'alimentation durable. On s'aperçoit qu'effectivement, on a 58% de diététiciennes, 52% de diététiciennes qui ont répondu, qui ont plus de 10 ans d'expérience, et 48% qui ont moins de 10 ans d'expérience. Donc on va avoir un panel de réponses sur des diététiciennes avec plus ou moins d'expérience professionnelle, avec des secteurs qui sont tous et qui ont tous été évalués, que ce soit en santé publique, en libéral, et les principaux résultats, c'est quand même que 96% des diététiciennes sont intéressées par la transition alimentaire et l'alimentation durable. Seulement 15% ont des informations fiables sur le sujet et ont reçu même une formation sur le sujet. Ce qui ne me paraît pas beaucoup, mais qu'effectivement, ce n'est pas toujours très facile. Ça ne rentre pas forcément l'alimentation durable dans notre programme alors, je n'ai pas les nouveaux programmes du BTS ou de l'IUT, mais effectivement, c'est une thématique qui est importante. Et les priorités qui ont été identifiées par cette enquête, c'est qu'on a besoin d'outils pour guider nos patients vers une alimentation durable. C'est vraiment une des priorités. Des guidelines pour accompagner aussi vers cette alimentation durable. On a une troisième priorité, c'est des informations aussi sur les produits qui sont effectivement le soja, l'huile de palme, les additifs. Des articles aussi qui sont scientifiques, validés, pour qu'on puisse aussi avoir des arguments sur le bénéfice santé d'avoir cette alimentation durable, et puis des formations sur l'alimentation durable. Alors effectivement, nous dans notre pratique, parce qu'on va faire du pratico-pratique, dans notre pratique, on a, nous, une démarche de soins, on a déjà des guidelines pour faire une démarche de soins. Quand on fait un recueil des données, on a notre démarche de soins diététiques
où on va effectivement avoir le recueil de données, le diagnostic, l'évaluation. Tout ça, on a, nous, notre Geekline, on a pour notre recueil de données, on a nos questions qu'on va poser, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire des liens sur qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en pratique, comment on va pouvoir l'intégrer dans les conseils qu'on va donner, d'abord dans notre diagnostic, et après dans les conseils qu'on va pouvoir personnaliser. Effectivement, dans ce recueil de données, on va évaluer qui est notre patient, ses antécédents médicaux, comment il vit, qui il est, qu'est-ce qu'il mange, ses habitudes alimentaires, tout ce qui va pouvoir un petit peu nous aider dans l'établissement de ce diagnostic. Et à partir du moment où on commence à faire ça, effectivement, on a déjà des choses qui apparaissent. Hein, quand on va leur demander combien de fois vous mangez de la viande par jour, on va nous répondre bah, j'en mange une fois, ou par semaine, ou j'en mange, voilà. On va voir des choses. Maintenant, de ça, nous, on fait du lien sur nos pratiques, sur quels conseils on va pouvoir donner. Est-ce qu'on fait du lien avec l'alimentation durable ? Pas forcément, parce que ce n'est pas dans notre culture de pratique, on ne la pratique pas beaucoup. L'alimentation durable, c'est un sujet qui est hyper vaste, hein, parce qu'on l'a vu que l'alimentation durable, ce n'est pas seulement des protéines animales, végétales, c'est aussi plein de choses. L'alimentation durable, c'est le gaspillage alimentaire, c'est les déchets, c'est, que j'en oublie pas, c'est la diversité, les produits locaux, les saisons. Donc effectivement, l'alimentation durable, c'est un vaste sujet, et dans notre pratique, est-ce qu'on va arriver à faire du lien pour pouvoir voir un petit peu où notre patient il en est rendu dans ses connaissances, dans son avancement de cette alimentation durable. Donc, et on sait, je remercie Nestlé, hein, NutriPro, qui m'a sollicité pour qu'on puisse faire un outil pour les diététiciennes, pour qu'on puisse nous travailler en faisant tout en ayant toujours notre démarche de soins, mais qu'on puisse peut-être avoir une petite ouverture sur cette alimentation durable pour pouvoir accompagner nos patients. C'est un outil unique pour vous, c'est un outil qui va nous guider, hein, effectivement, pour nos patients. C'est un outil qu'on va pouvoir intégrer peut-être dans notre démarche de soins, il y a déjà des choses, et puis on peut peut-être le mettre aussi à côté, hein, selon les patientèles qu'on va avoir. Il y a des patients qui arrivent et qui veulent que parler de l'alimentation, ils sont devenus un peu plus flexitariens, végétariens, mais ils n'ont pas tous les domaines, mais on va pouvoir aussi l'intégrer dans cette démarche de soins. Alors, effectivement, cet outil ça va nous permettre de diagnostiquer le niveau d'engagement des patients. Ce n'est pas dire il fait de l'alimentation durable ou pas, on va juste voir un petit peu comment il est engagé dans ses pratiques sur cette dimension durable. C'est vraiment quelque chose où on va pouvoir évaluer dans ses habitudes alimentaires comment il est engagé au niveau de l'alimentation durable, quand il va faire le choix de ses produits, comment il est engagé au niveau de cette alimentation durable, dans sa répartition animale, protéines végétales, dans sa sensibilisation peut-être à l'environnement. Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de diagnostiquer le niveau d'engagement du patient. Et puis peut-être aussi, ça va peut-être nous permettre de lui donner peut-être envie aussi de continuer peut-être dans sa démarche en allant un peu plus loin, avec aussi une liste de ressources, on verra un petit peu plus tard, utiles et inspirantes. Ce questionnaire va nous permettre effectivement d'évaluer le niveau d'engagement, mais de favoriser le changement de comportement. Peut-être en éveillant l'intérêt du patient sur le sujet de l'alimentation durable, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout cette notion d'alimentation durable. Alors, bien évidemment, c'est à doser en fonction de nos patients. Hein. Il y a des patients, on ne va pas pouvoir peut-être éveiller systématiquement sur l'alimentation durable parce qu'on a une problématique peut-être un petit peu de santé et un peu plus importante, mais dans les consultations de suivi, ça peut être un sujet qui peut être abordé dans nos conseils. Peut-être le faire questionner sur ses pratiques, effectivement, comme on a vu, que effectivement, économiquement, des fois, c'est un petit peu compliqué d'avoir des viandes à chaque repas, mais peut-être sur les pratiques, les faire se questionner sur l'intérêt des légumes secs pour pouvoir effectivement pallier à cette difficulté économique. Valoriser et maintenir les efforts en place pour des patients qui ont déjà commencé à faire des choses, mais qui ont besoin d'être confortés dans leur démarche et puis qu'on puisse les valoriser un petit peu. Proposer des solutions qui sont adaptées, hein, c'est ce qu'on fait dans nos conseils qui sont personnalisés, mais effectivement, de ce qu'on va faire avec l'outil, vous allez voir qu'on va pouvoir aussi adapter des choses, des conseils, et puis influencer, sensibiliser peut-être le patient, mais aussi l'entourage de ce patient sur cette alimentation durable. Alors,
On a fait un questionnaire assez simple, puisque nous déjà, quand on fait notre recueil de données, on pose déjà beaucoup de questions, hein, que ce soit sur les fréquences, les portions, leurs habitudes. On a vraiment un recueil de données qui est assez long. Donc c'est un questionnaire qui comporte 13 questions. Donc ce n'est pas trop de questions qu'on peut inclure ou pas, avec 7 thématiques différentes, hein, des thématiques sur le niveau de végétalisation du repas. Ce questionnaire, il est fait de manière à ce qu'on ne réponde pas oui ou non ou par des nombres. Les réponses, ça va être, voilà, quand on va parler de la végétalisation du repas, est-ce que vous consommez de la viande? Voilà, donc ça on le fait nous, hein, mais au lieu de répondre oui, non ou tant de fois par semaine, c'est plutôt souvent, parfois, rarement, jamais. Donc quand le patient va vous répondre, c'est aussi une question qu'on peut leur poser, hein, est-ce que vous consommez de la viande? Oui, souvent. Après, nous, dans notre pratique, on peut demander combien de fois, mais ça peut déjà nous permettre d'inclure ce questionnaire dans notre recueil des données. Donc on va voir le niveau de végétalisation, on aura la saisonnalité des produits, c'est une autre thématique, la provenance des produits, hein, où est-ce qu'on les achète, est-ce qu'on fait le marché, dans les supermarchés, le local. Donc vous voyez qu'on a déjà des fois des réponses, hein, dans notre recueil de données, des fois on les a les réponses, mais là ça va nous permettre de graduer le niveau d'engagement. La présence de labels à poser, parce qu'effectivement, on a aussi de l'insécurité alimentaire, mais on entend parler du bio, le label rouge, les AOP, donc ça fait quand même beaucoup de choses à savoir où ils en sont rendus dans leur démarche. L'implication dans la préparation des repas, on a vu qu'ils préparent plus de repas, mais aussi, paradoxalement, on a plus de restauration. Donc le niveau, où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur implication de préparation des repas, la réduction des déchets alimentaires, et puis effectivement la réduction aussi du gaspillage alimentaire. Donc effectivement, ça va être des questions, 13 questions qui vont être un petit peu très souvent sur des pratiques qu'on aura déjà peut-être évaluées, peut-être un peu moins dans notre recueil des données sur le gaspillage alimentaire et sur les déchets alimentaires. Ce n'est pas ce qu'on fait le plus au niveau du déchet alimentaire. Peut-être sur les portions, mais pas forcément, on le fait un petit peu. Mais effectivement, les emballages, tout ce qui va être un petit peu, on ne l'évalue pas dans notre recueil des données. Donc ça peut être une enquête qui peut être réalisée en complément de votre enquête nutritionnelle, mais aussi peut-être aussi en fonction du contenu. Donc on peut rajouter ces items, 13 questions, dans notre démarche de soins. Excusez-moi. Effectivement, une fois que les patients auront répondu, puisque ça va être du souvent, parfois, rarement, jamais. C'est juste pour avoir le niveau d'engagement, où il en est rendu notre patient. Et à partir de là, on a défini 4 profils de patients qui pourraient effectivement définir leur niveau d'engagement dans l'alimentation durable. Ces niveaux d'engagement, vous avez le profil 1, on va le revoir ensemble, un maximum de réponses 1 et 2, donc c'est souvent et parfois. Ben, c'est une personne qui va être un peu plus engagée et sensibilisée au sujet de l'alimentation durable, qui a déjà mis en place des mesures dans son mode d'alimentation et de consommation alimentaire. Quelle est notre place dans ce genre de profil? Effectivement, l'accompagnement, c'est assurer déjà les besoins nutritionnels, qui est quand même notre cœur de métier, d'assurer les besoins nutritionnels de nos patients, et puis vérifier les références et les ressources utilisées, puisqu'on a vu que les réseaux sociaux ont quand même une place hyper importante et qu'on a beaucoup d'informations concernant l'alimentation durable ou de gens qui font un petit peu, bon, je fais de la végétalisation, mais on n'a pas toujours forcément les équivalences protéines animales, protéines végétales, donc c'est un petit peu flou. Donc peut-être les orienter aussi vers des outils qui sont un peu plus validés pour qu'ils puissent aussi renforcer leur connaissance. On va avoir un profil 2, quand on aura plus de réponses avec du parfois. Effectivement, c'est une personne qui va être sensibilisée, qui commence à mettre des choses en place, qui a une marge de progression sur le sujet, mais qui peut être en recherche de solutions pour y arriver. Ben, effectivement, la place de la diététicienne, c'est d'encourager les efforts, appuyer sur les leviers qui sont déjà de motivation qui sont déjà mis en place, et puis peut-être les nourrir avec des ressources présentant des solutions sur les points de progrès identifiés. C'est des choses qu'on fait déjà, hein, de ce qu'on fait déjà dans notre pratique, hein, mais ça vous permet un petit peu peut-être d'aller un petit peu plus loin sur ce volet alimentation durable et dans cette transition vers l'alimentation durable. Le profil 3, on a un peu plus de réponses où on a rarement ou jamais. Et bien effectivement, c'est un patient qui est peu sensibilisé, qui opère pas ou peu de changements sur sa pratique alimentaire. Et ben, effectivement, notre travail, c'est d'identifier aussi les freins. Pourquoi on a du mal à mettre en place
des stratégies pour aller vers l'alimentation durable. Alors ça peut être des choses simples, hein, jamais, parce que je ne sais pas cuisiner les lentilles, hein, ça peut être des choses vraiment très simples, mais c'est une réalité. Donc ça reste là, hein, je fais vraiment le cours, hein, lentilles, mais sur les déchets, sur le gaspillage, il y a des gens qui ne sont pas du tout, très peu concernés, et qui ne savent pas comment mettre en œuvre les choses. Donc ça peut être aussi, on a des ressources ludiques qui vont leur permettre peut-être d'y réfléchir sur comment on peut mettre en place des choses en lien avec l'alimentation durable. Et puis le profil 4, qui ne fait jamais, qui n'est pas du tout engagé, très peu sensibilisé sur ces enjeux de l'alimentation durable, peut-être susciter le questionnement qui peut être intéressant sur, effectivement, en s'appuyant sur des ressources pour présenter le sujet de manière simple et ludique. Il y a des outils qui sont mis en place, effectivement, pour nous permettre d'accompagner les patients, des choses qui sont très ludiques. Hein, on parle beaucoup d'éducation thérapeutique, on parle beaucoup d'éducation à la santé, mais effectivement, il faut y arriver avec des choses ludiques. Et on a des ressources, hein, qui vont vous permettre de mettre en place des choses ludiques. Et on vous propose dans ces ressources validées pour accompagner vos patients et motiver vos patients, effectivement, de manière ludique, pour qu'ils puissent aussi aller vers cette transition durable, hein, sur le sujet de l'alimentation durable. Sur l'ADEME, on a des choses qui sont très bien faites sur les déchets alimentaires, hein, où on peut, selon les foyers, mettre en place des choses, évaluer combien on a de déchets, hein, soit sur une journée, soit sur 8 jours. Donc c'est très ludique et ça peut aider nos patients à pouvoir les sensibiliser sur l'impact des déchets. Peut-être les encourager aussi à la diminution de la consommation de viande. Donc on a aussi on vous a mis des ressources pour vous, hein, pour vous ou pour vos patients. C'est aussi pour vous pouvoir approfondir, puisqu'on a vu qu'il manquait un manque de formation, approfondir sur le sujet avec des ressources qui sont validées, hein, et fiables. Encourager la consommation des fruits et légumes de saison et des légumineuses, c'est ce qu'on fait aussi nous tous les jours dans notre pratique. Mais on peut aussi avoir des outils un petit peu plus ludiques. Inspirez vos patients par des recettes plus végétales, et ça, on nous le demande régulièrement. Comment on va pouvoir cuisiner? On ne sait pas les faire. On reste sur les lentilles, mais il y a plein, effectivement, de légumineuses, les légumes secs, hein, où on va retrouver les haricots rouges, les fèves, tout ça, c'est très peu utilisé, alors que ça fait partie aussi de cette alimentation de protéines végétales. Et puis, limiter le gaspillage alimentaire. Donc, c'est un outil qu'on peut se saisir, qui est simple, puisqu'il y a très peu de questions, qui va nous permettre très rapidement d'évaluer le niveau d'engagement de nos patients, puisque 13 questions avec 4 réponses possibles, et ça nous permet de définir ce niveau de profil et de pouvoir adapter aussi nos conseils, qui vont s'inclure dans nos conseils généraux vis-à-vis de nos patients. Hein. Quand on nous parle d'aller rééquilibrer l'alimentation, eh bien effectivement, si on a ce niveau de sensibilisation, on va aussi pouvoir personnaliser nos conseils et le faire en sorte qu'on aille vers une transition vers cette alimentation durable. Alors cet outil, bien évidemment, il va être à votre disposition, on peut le retrouver ici, il y a un QR code pour avoir cet outil, pour avoir ces 13 questions sur 7 thèmes différents. C'est un outil qui est soumis à l'AFDN, hein, qui va être soumis à l'AFDN pour avoir une labellisation AFDN, puisque c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec l'AFDN par le biais des enquêtes, mais c'est un travail conjoint, hein, qui a été fait de manière à ce que vous puissiez avoir un outil pour parler de cette alimentation durable et puis pouvoir vous accompagner dans cette alimentation durable. L'accompagnement des patients en conclusion vers une alimentation durable, ça nécessite un travail d'évaluation. C'est ce qu'on a vu, hein, grâce au recueil des données, à l'enquête alimentaire, de tout ce qu'on va pouvoir faire, de sensibilisation et puis de personnalisation des conseils pour intégrer progressivement des changements alimentaires bénéfiques à la santé et à l'environnement. Bien évidemment, des changements, hein, c'est toujours petit conseil, petit objectif, hein, la méthode du petit pas, on y va, on donne progressivement, on ne va pas changer du tout au jour. Vous le savez que dans notre pratique, hein, il faut revenir, il faut réexpliquer, il faut pouvoir accompagner le patient en fonction de son degré et de son niveau de connaissance et d'engagement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Florence. Bien, si vous avez des questions, c'est le moment pour nos intervenants. Oui, monsieur Lab. Merci. 1, 2. Merci pour les présentations.
J'avais une question un peu de priorisation relative à ces conseils que peuvent faire les diététiciens. Je me demandais juste s'il ne fallait pas, avant d'orienter vers des comportements alimentaires protecteurs de l'environnement, parce que derrière l'alimentation durable, là, cet outil, c'est surtout environnement, s'il n'y avait pas des outils sur l'aspect économique, faire des choix alimentaires bons pour la santé, déjà, première priorité, et éventuellement à faible coût pour vos patients. C'est notre travail quotidien. On a effectivement une patientèle et quand on a cet outil-là, effectivement, nous, quand on fait le recueil, on a les habitudes qu'il est, comment il vit, on évalue aussi son niveau social, économique, et qu'effectivement, les conseils vont être donnés. L'alimentation durable, ça peut être un volet qui peut arriver en fin de prise en charge, au milieu de prise en charge. On va prioriser en fonction de notre recueil des données, effectivement, selon les patients, selon leur état de santé. Si on a besoin de mettre des conseils diététiques plutôt concernant une alimentation hypolipidique, on ne va pas forcément arriver sur le volet alimentation durable, mais c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans notre prise en charge et on va prioriser effectivement nos conseils sur cet aspect-là. Et l'aspect économique est un aspect qui est récurrent. On a des patients effectivement qui ont des budgets très peu importants pour l'alimentation et c'est notre travail de tous les jours de pouvoir adapter l'alimentation, l'équilibre alimentaire en fonction de chaque patient et de chaque budget. Je réponds à votre question. Pardon. Des outils. En tant que diététicienne, on a plein d'outils, effectivement. On a des outils sur pouvoir... on travaille sur les budgets, sur les coûts. Ça, on a des outils qui nous sont propres, où chacun va faire ses outils. Ce qui nous manquait un peu dans notre prise en charge, c'est ce volet-là, puisque c'est un volet qui est très peu étudié, qui est en cours. On nous parle très peu de l'alimentation durable et comment on peut évaluer l'alimentation durable, leur engagement. Le budget, on va voir, on va leur dire, déjà on connaît leur milieu socio-professionnel, on va déjà savoir comment ils travaillent, et déjà on a des idées, c'est des réflexes qui se font automatiquement. On sait qu'effectivement, on a vu que ce soit des étudiants, que ce soit des personnes plus âgées, à la retraite, on n'a pas les mêmes niveaux, et nous on a des outils. On a des outils pour pouvoir les accompagner. Par contre, sur ce volet-là, on en a un petit peu moins. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut s'inscrire en plus de ce qu'on a déjà. Donc c'est vraiment un complément de notre prise en charge, une petite aide supplémentaire. Juste en complément, évidemment, le gradient de l'âge est extrêmement important parce qu'on ne va pas non plus placer le rôle de la viande dans l'alimentation, notamment, qui est quand même une des premières questions qui arrivent, en fonction de l'âge. Et puis, bien sûr, du problème nutritionnel qui est posé. Donc, c'est sûr que les diététiciens interviennent dans plusieurs domaines, principalement à l'hôpital, et donc les visions et les outils seront différents. Et les stratégies adaptées. Voilà. Mais c'est sûr que quand on se retrouve en diététique en ville, on va dire, eh bien effectivement, on se retrouve avec la population globale. Donc là, j'ai un premier gradient, et puis deuxièmement, l'implication. Tout dépend du motif de la consultation aussi. Je voudrais juste vous poser une question sur les produits NOLO. C'est quoi ces produits? En fait, c'est un terme anglais qui veut dire no alcool, zéro alcool ou moins d'alcool. C'est-à-dire que ce qui se développe, c'est des produits où on diminue les quantités d'alcool sur une boisson donnée. Et surtout, vous avez de plus en plus de vins sans alcool, de boissons sans alcool, de cocktails sans alcool. En fait, il y a par exemple sur le marché de la bière, qui est ce qui fait le plus de croissance, du zéro des bières sans alcool. Et puis les vins, on essaye de diminuer, parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique, les productions de vins font que les degrés augmentent jusqu'à 18 degrés. Et en fait, on essaye de produire des vins à 10 degrés au lieu de 18. Alors ça se fait beaucoup, c'est très difficile à faire sur des boissons qui sont plates, et ça se fait surtout sur les boissons gazeuses. Ça se développe sur les produits de luxe, sur le champagne, sur les mousseux, il y a vraiment une offre, sur le gin et sur la bière, c'est ce qui se consomme de plus en plus.
Sur les vins, ça marche bien, sur les vins blancs, sur le vin rouge, on fait des essais, mais pour l'instant, ce n'est pas complètement développé. Ah, mais c'est surtout du zéro qui se développe, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment du zéro, parce qu'en fait, ce qui se développe, c'est de prendre des apéritifs. Après le Covid, les gens ont envie de se voir, et donc les gens consomment ensemble et autour des apéritifs, et on fait des apéritifs avec des boissons qui soient pas forcément, notamment il y a des produits fermentés, hein, le kombucha, les kéfirs, des boissons dans des boissons fermentées, il y a un tout petit peu d'alcool, donc c'est pas forcément zéro, mais c'est 0,5, hein. Et donc c'est des nouvelles, enfin, avec du gingembre, il y a tout un tas de boissons qui permettent de remplacer les boissons alcoolisées. Oui, qui imitent le goût, hein, c'est-à-dire que la bière sans alcool, vous avez l'impression de boire une bière, il n'y en a pas. Le gin, c'est pareil. Ouais. Là, ouais, mais Virgin Morito, oui. Si vous utilisez les mêmes ingrédients que le Morito, mais vous enlevez l'alcool, quoi. Oui. Donc, merci pour votre présentation. J'avais une question sur la partie vous avez montré ce que pensaient les gens d'une alimentation de qualité en fonction des personnes qui sont en insécurité alimentaire par rapport aux autres. Et sur les autres, est-ce que vous avez fait des différences en fonction de la tranche d'âge, par exemple en fonction des étudiants versus la population adulte? Oui, il y a vraiment des changements, vous avez raison, sur l'âge. C'est-à-dire que ceux qui voient une alimentation de qualité plus locale, française, même de saison, c'est plutôt les plus âgés. Et vraiment, les plus jeunes, alors vraiment les 25-34 ans, ils vous parlent de nutrition. C'est-à-dire que dans la population, la nutrition, elle est arrivée en 2001, au moment où il y a les programmes nationaux nutrition santé. Donc pour les plus âgés, ils ne pensent pas du tout à ça. Alors que vraiment les jeunes, et les très jeunes, ils vous parlent de protéines, hein, en fait, fitness. C'est-à-dire que ce qui s'est développé, c'est le culte du corps et l'activité sportive, hein, avec les JO encore plus. Et donc il y a vraiment des termes qu'on n'utilise pas du tout les générations, les plus de 50 ans. D'ailleurs, il y a une mauvaise connaissance en fait, hein, des lipides, des glucides. Mais chez les jeunes, beaucoup moins. Et eux vont être beaucoup plus sur la nutrition. En consultation diététique, on voit beaucoup plus cette tranche d'âge où effectivement les populations un peu plus âgées vont aller sur le bio et tout ça. Et souvent, on a beaucoup en consultation des jeunes qui veulent effectivement végétaliser un peu plus et qui veulent enlever les protéines animales, mais qui ne savent pas trop comment faire. Et donc, effectivement, on le retrouve. Ça, c'est vraiment en pratique quotidienne. C'est vraiment des interrogations qui sont des différences entre ces populations. Merci. Oui, excusez-moi. Merci pour votre présentation. Est-ce qu'on retrouve aussi en termes de classe d'âge cette dichotomie entre ceux qui veulent toujours des produits nouveaux et expérimentaux chez les jeunes, par exemple, j'imagine, et ceux qui au contraire se rassurent par des produits très locaux du coup chez les personnes âgées et traditionnelles entre guillemets? Et comment gérer ça avec l'alimentation durable, puisque quand on dit produits nouveaux, il y a aussi le phénomène de l'étranger. Oui, il y a... Alors, à l'intérieur des plus jeunes, on a un petit peu le même gradient social que dans la population normale, hein, en fait, totale. Donc, il y a quand même chez les jeunes qui ont un petit peu moins de moyens, une façon de s'alimenter déjà qui va être différente. Et par exemple, ces populations-là vont manger de la viande. Il y a quand même des gens parmi les 18-24 ans, on a une hausse de la consommation de tout ce qui est hamburger, kebab, tacos, etc. Donc tout le monde ne se pose pas la question de la même façon. Quand on a vu arriver le végétarisme, il est arrivé chez les très jeunes, mais dans des grandes écoles en fait. Et donc à ce moment-là, alors surtout si c'était des écoles véto, etc., où ça se transmettait très vite puisqu'ils étaient très influencés. Et finalement, on voit bien quand même une différence entre ceux qui ont travaillé plus tôt et qui vont beaucoup moins intégrer dans leur alimentation. Déjà, ils mangent beaucoup moins de fruits et de légumes, en fait, hein, quand ils ont moins de moyens, parce que le coût de la calorie du légume est plus élevé que d'autres calories, notamment des calories de produits gras, en fait. Hein, le lipide, vous le savez, apporte plus d'énergie, donc il y a cet effet-là de densité énergétique. Et donc, ils sont sur tous les nouveaux produits, kimchi, etc. C'est pas tout le monde, quoi, en fait, hein, mais notamment l'ouverture sur les alimentations asiatiques, coréennes,
c'est ceux qui sortent plus et qui sont dans des villes en fait. Donc il y a une différence quand même qui reste très, très forte selon les territoires. Donc oui, la fracture que vous citez sur... alors le traditionnel quand même pas trop, hein, quel que soit le milieu, même si on vit en ville ou pas, le fait de manger des pizzas, etc., c'est quand même partagé, quoi. Il n'y a pas beaucoup de très jeunes qui font des repas longs et qui sont à table pendant des heures et à manger comme avant. Mais dans les populations âgées, en revanche, on continue de constater ça ou... Oui, bien sûr. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est très, très générationnel, hein, c'est-à-dire que de sauter des plats, de manger qu'un plat et d'avoir plus d'entrée, c'est vraiment les plus jeunes, les plus âgés continuent à prendre des petits déjeuners tous les matins. Et c'est pas lié à l'âge, hein, c'est lié à la génération. C'est qu'on a toujours fait comme ça, et donc on continue d'avoir un rythme qui est celui qui était plus pratiqué auparavant. Donc le fait de... Je pense qu'il y a le rythme de vie qui joue. En fait, le fait qu'on a des activités, contrairement à ce qu'on a tous, qu'on vit tous, il y a de plus en plus de métiers où on travaille la nuit, que ce soit dans la santé, que ce soit la sécurité. On a de plus en plus de métiers de la sécurité. Et donc, ces gens qui ont ces métiers-là, en fait, ils ne mangent pas comme les autres, quoi, en fait, hein. Et c'est en fait le rythme de vie qui fait que les jeunes générations ne mangent pas de la même façon. C'est pour ça que je pense que c'est extrêmement intéressant de creuser via un questionnement bien précis ces conditions de vie, de bien caler la photo, on va dire, parce qu'effectivement, on voit cette évolution entre les générations, et donc le conseil, il va devoir s'adapter. C'est-à-dire qu'on ne conseille pas de la même façon sur un menu avec entrée, plat, fromage, dessert, et puis un plat unique. Donc les messages aussi sur l'équilibre, j'imagine que Florence, vous les adaptez forcément sur le terrain. C'est des conseils personnalisés, hein, donc on va s'adapter à chaque... Moi je dis toujours, hein, on est tous identiques mais tous uniques, donc l'intérêt c'est vraiment de s'adapter vraiment au patient, à ses problématiques et à son mode de vie, ses rythmes de vie, ses sensibilités, de manière à pouvoir adapter au mieux les conseils pour que ça lui convienne à lui, hein, et ça c'est vraiment le plus important. C'est pour ça que cet outil, on peut l'utiliser ou pas, hein, il n'y a pas d'obligation de l'utiliser, mais il y a des fois où effectivement ça peut nous être parfois une aide, et peut-être même souvent, pour voir un petit peu ces sensibilités-là, et encore un peu mieux adapter nos conseils personnalisés, parce que c'est vraiment quelque chose qui me paraît important, de pouvoir répondre aux questionnements. Alors on a beaucoup de jeunes qui sont plus sensibilisés quand même à l'environnement, mais on adapte toujours nos conseils à chaque personne, et du mieux de ce qu'il va pouvoir mettre en place lui aussi, hein. Si on lui met des objectifs qui ne sont pas dans ses sensibilités, il n'y aura pas d'adhésion à la démarche. Donc c'est vraiment quelque chose où nous-mêmes on est des juges pour pouvoir, entre guillemets, hein, pouvoir adapter, sensibiliser nos patients. Bonjour et merci pour vos présentations. J'avais une question sur la slide concernant la santé comme étant le thème numéro 1 en 2024 que je trouvais très intéressante. J'avais juste une question sur la partie plus... comment dire, est-ce que vous avez associé la santé, est-ce que vous l'avez définie quand vous l'avez proposé dans les questions, ou est-ce que ça a été subjectif? Parce que pour le coup, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Est-ce qu'ils l'ont tout de suite dirigé vers l'alimentation, vers le sport ou encore... voilà, je ne sais pas si je suis claire sur la question, mais... Oui, donc tout à fait. C'est des enquêtes, hein, comme celle qui a été faite auprès des diététiciens. Donc c'était... Quelles sont vos préoccupations avec une liste? Donc il n'y avait pas une définition sur la santé, mais la question d'après, on demandait, pour vous, qu'est-ce que c'est que la prévention santé? Et là, en premier, ils associent faire attention à ce que je mange. C'est-à-dire que pour un consommateur, en moyenne, en fait, on est plus nombreux à associer santé à manger. Après, en deuxième, c'est quand même santé, c'est se faire suivre par un médecin. Et ensuite, on avait faire attention notamment à la consommation d'alcool. Voilà. Et ensuite, il y avait des éléments sur l'environnement, mais qui étaient beaucoup, beaucoup plus bas, la pollution, et ça arrivait après. Donc c'est vraiment ça qui a changé en 30 ans, en fait. Hein, c'est qu'on n'associait pas forcément ce qu'on mange à son état de santé. Et ça s'est mis en place avec les crises en fait, sanitaires, hein, notamment. Il y en a eu en 96, hein, les premières c'était la vache folle.
Et ça crée un climat d'inquiétude fort qu'on a mesuré entre 90 et 2000. Ça a beaucoup progressé, la proportion de gens qui pensent qu'on a un risque pour sa santé quand on mange. Et finalement, ça s'est un peu installé de prendre de se situer par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des inquiétudes qui sont un peu plus particulières sur la santé en France avec ces sujets de produits chimiques, en fait, de synthèse, alors que les Portugais vont vous dire que ce qui les inquiète, c'est les intoxications alimentaires. Donc c'est un peu différent, en fait, hein, de chercher de la qualité. Et donc c'est un peu spécifique à la France, parce qu'on vit plus, en fait, à la fois en positif, hein, les JO, ça fait un effet magique, et à l'inverse, quand il y a une crise, on la vit plus difficilement. C'est un peu émotionnel, partagé, de l'émotion partagée. Merci, c'est très clair. Je crois qu'on va être obligé de conclure. Donc merci vraiment tous pour avoir assisté à ce symposium. Et puis nous vous invitons, si cela vous intéresse et vous est utile, à consulter cet outil sur le site NutriPro.